Bonjour à tous. Je suis donc Philippe Roussel, le vice-président de l'association Les Cigognes de l'Espoir, association d'aide aux personnes infertiles. Merci à ceux qui nous ont rejoints sur Zoom et sur Facebook Live pour ce webinaire Être parent à 40 ans, mais aussi après 40 ans, quel bénéfice d'être parent après ou à cet âge-là. Parmi les nombreuses personnes qui s'adressent aux cigognes de l'espoir pour devenir parents, plus de 70% y parviennent, mais souvent à un âge plus tardif que la moyenne. C'est le plus souvent autour de 40 ans et jusqu'à 50 que cette parentalité se concrétise. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de ce webinaire destiné aux futurs parents tardifs qui ont un projet de PMA ou qui sont en cours de PMA ou tout simplement qui ont un projet de bébé tardif. Ce webinaire s'adresse aussi aux nombreux parents, plus âgés de la moyenne, d'enfants nés grâce à l'association. Il faut dire que l'association fait naître à peu près entre 500 et 600 bébés chaque année. Alors, pour en parler, nous avons invité aujourd'hui Anne-Lise Pernotte. Bonjour Anne-Lise. Bonjour Philippe. Maman tardive, auteure d'un ouvrage pratique très remarqué aux éditions Erol, Avoir un enfant à 40 ans ou presque. Je vous montre ici sur l'écran cet ouvrage. Journaliste, Anne-Lise est également la fondatrice du premier média consacré à la parentalité tardive qui s'appelle, comme le livre, Avoir un enfant à 40 ans.fr, sur lequel on trouve de nombreux articles concernant la parentalité, mais aussi avant la parentalité, la grossesse, bien sûr, et de passionnants podcasts, aussi bien de témoignages que d'experts. Quelques mots, Anne-Lise ? Oui, écoutez Philippe, je suis vraiment ravie d'être là. Merci infiniment pour cette invitation. Bonsoir à toutes et à toutes. J'aimerais vraiment que ce temps qu'on passe ensemble soit un moment d'échange. Je ne vais pas vous faire une conférence sur une estrade. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à témoigner, à communiquer avec moi via la petite boîte de dialogue tout en bas. Également présente Anne Abrard, qui est donc la présidente de l'association Les Cigognes de l'Espoir. Par ailleurs, ma compagne, donc maman tardive, puisque nous avons eu ensemble une petite fille qui a maintenant 9 ans et qui est née d'ovocytes. Ça fait de nous, bien sûr, des parents tardifs, voire même pour moi, très tardifs peut-être. Anne, pendant ce webinaire, va s'occuper principalement de gérer vos questions, mais elle pourra aussi, bien sûr, témoigner. Anne-Lise, on va commencer par parler de votre livre « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Pourquoi ce livre ? A-t-on besoin d'un guide pour être parent quand on a 40 ans ? Parce que avoir des enfants à 40 ans, ça existe depuis toujours. Absolument. Alors, pourquoi ce livre ? Eh bien, parce que moi, quand je suis tombée enceinte à 41 ans, j'avais très peu d'informations. En fait, j'allais voir, je tapais grossesse tardive sur Doctissimo et je tombais sur des articles très anxiogènes voilà, qui m'expliquaient que j'allais faire un enfant trisomique, une fausse couche, de la pré-éclampsie, etc. Et rien de vraiment positif. Et puis, cette grossesse, elle s'est déroulée normalement, classiquement, voilà, avec des maux de grossesse, mais rien de particulier. Par rapport à mes copines qui étaient tombées enceintes autour de 30 ans. Et à cette époque-là, je m'étais dit, il y a probablement un autre regard, un autre discours à tenir sur cette parentalité tardive. Et puis, quelques années plus tard, j'ai rencontré ma co-auteure, la journaliste Agathe Girourou. On a eu envie de faire quelque chose ensemble, voilà, de réaliser un projet. Et je lui ai proposé de parler de la parentalité tardive parce qu'il n'existait rien, mais vraiment strictement rien à l'époque, ni un site, à peine un livre écrit par 2 sociologues. Mais voilà, et le projet a démarré comme ça. Et donc, j'ai longuement enquêté. Je suis allée vraiment à la rencontre
des parents, des futurs parents, des hommes et des femmes avec un projet d'enfant autour de 40 ans. Et le livre est né. Voilà. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un guide pour être parent à 40 ans? Eh bien, moi, je trouve que dans ce contexte de discours anxiogène et hyper médicalisé, quelque part, oui, parce que l'idée, c'est de dire que cette parentalité tardive, ça peut bien se passer. Voilà, sans en faire forcément l'apologie, parce qu'on sait que devenir parent à 40 ans, c'est pas toujours facile. Il faut réussir à faire un enfant, hein, c'est la plus grande problématique. Mais le message que j'avais envie de passer, c'est que eh bien, quand on y arrive, c'est une expérience absolument fabuleuse et qu'il y a beaucoup d'avantages finalement à accéder tardivement à la parentalité. Alors, je ne vais pas bien sûr raconter tout ce qu'il y a dans le livre, mais qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Un guide pratique, mais quel en est le contenu? C'est quand même très très intéressant. Moi, quand je l'ai reçu, j'étais très curieux. J'ai vu en tout cas qu'il y avait la préface on peut dire un psychiatre, hein, très célèbre, qui est Serge Effez. Oui, absolument, absolument. Bah, alors, je vais peut-être commencer par ça. En fait, moi, j'ai contacté Serge Effez parce que j'aimais bien son ouverture d'esprit. Je trouvais qu'elle correspondait au message que je voulais faire passer, au message positif et moderne qui était de dire, voilà, on n'est pas obligé de tous faire des enfants à 30 ans, d'avoir un garçon et une fille, d'être en couple, voilà, hétérosexuel, etc. J'aimais bien son ouverture d'esprit par rapport à ça et il m'a semblé la personne idéale pour préfacer cet ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Déjà, beaucoup de témoignages parce que comme il n'existe rien sur cette thématique, à peine quelques chiffres voilà, que j'ai pu trouver à l'INSEE, mais sinon vraiment rien d'autre. Moi, j'ai souhaité, avec ma co-auteure, on a souhaité en fait ne pas se fier uniquement à notre propre expérience. Voilà, moi, je suis devenue maman à 41 ans, mais je n'ai pas connu la PMA. Je suis en couple hétérosexuel, donc je n'ai pas d'expérience de maman solo. Je suis en famille recomposée, mais je n'ai pas une famille nombreuse. Donc, j'ai été à la rencontre de tous ces gens et je me suis d'ailleurs aperçue que la parentalité tardive, c'était très, très, très éclectique. On en parlera peut-être tout à l'heure, des différents profils de parents tardifs. Et donc, on trouve beaucoup de témoignages dans ce livre. On trouve aussi des témoignages d'experts, parce que je ne suis pas médecin. Et il m'a semblé primordial d'aller interviewer ceux qui sont les spécialistes du côté médical. Donc, il y a beaucoup d'experts, beaucoup des médecins, mais pas seulement. Hein, on a aussi des thérapeutes, des sages-femmes, des psys. Et l'objectif, c'était de couvrir vraiment tout le spectre de la parentalité, c'est-à-dire de la procréation à l'éducation de l'enfant et d'offrir une sorte de boîte à outils dans laquelle on pourrait piocher en fonction du moment où enfin de là où on en est de sa parentalité. Peut-être juste à l'état de projet d'enfant, peut-être qu'on est en train de vivre une grossesse, qu'on fait un parcours de PMA, qu'on est déjà parent et qu'on s'interroge sur l'éducation. Donc on parle aussi, il y a aussi un dernier chapitre qui est consacré à l'éducation. J'aime bien l'image de boîte à outils. J'y avais pas pensé, mais c'est exactement le sentiment que j'ai eu parce que finalement, on n'est pas obligé de le lire de la page 1 à la page 300, mais d'ouvrir le chapitre qui nous intéresse sur la problématique qui nous intéresse à ce moment. Donc, ce livre, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, donc avoir un enfant à 40 ans, mais aussi, bien sûr, sur Internet et même sur la librairie en ligne des Cigognes de l'Espoir. Sans parler d'expertise médicale, vous êtes quand même devenue une experte sur ces questions de parentalité tardive. Alors, je vais vous poser quelques questions qui m'ont été soumises auparavant. Et après, on demandera les questions du public. Hein. Donc, n'hésitez pas à commencer à envoyer vos questions pour tous ceux qui participent sur Zoom, puisque sur Facebook, ça n'est pas possible. Anne relaiera les questions et on les verra au fur et à mesure. La première chose, alors, c'est une question que j'ai reçue hier. On parle de parentalité tardive dans votre livre, mais est-on vraiment considéré comme trop âgé à 40 ans?
Alors, ouais, c'est une très bonne question. En fait, on a quand même longtemps considéré, même si les grossesses tardives, ce n enfin, le principe le phénomène de la grossesse tardive, c'est pas un phénomène nouveau. Les grossesses tardives, elles existent depuis l'après-guerre. Simplement, elles ont changé de type. Aujourd'hui, les grossesses tardives, elles sont quand même plus souvent choisies et assumées, ce qui était moins le cas auparavant. Mais donc, on a quand même souvent associé la grossesse tardive au chiffre 40, voilà, parce que c'est un moment où la fertilité baisse. 40 ans, c'est aussi le milieu de vie. Et aujourd'hui, même si les mentalités changent et même si les experts portent un autre regard hein, sur cette parentalité, sur cette grossesse tardive. Moi, j'ai interviewé le docteur Solomon de l'hôpital Necker, par exemple, qui m'a dit oui, la plupart des grossesses tardives se passent bien. On n'a pas besoin d'en faire toute une histoire. Il faut, si on prend des précautions, si on est bien suivi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc voilà, le mot grossesse tardive, je ne sais pas s'il va perdurer dans le temps. En tout cas, aujourd'hui, il est encore employé. Et, euh, et parfois, on parle même de grossesse gériatrique à 36 ans. Donc, il y a quand même encore, si vous voulez, un état d'esprit autour de ça, voilà, qui consiste à dire que si on n'a pas fait ses enfants à 30 ans, eh ben, on est vieux. Voilà, on est vieux et à 40 ans et à 45 ans encore plus. Donc, c'est en train de changer, mais la grossesse des quadras est toujours associée à l'adjectif tardif. Voilà. Peut-être que ça changera. Et bon, là, je parle de la situation en France. Je pense que vous êtes nombreux peut-être à être allés en Espagne ou au Portugal et à vous rendre compte que 40 ans en Espagne et au Portugal, c'est moins vieux que 40 ans en France. Voilà. Alors, je parlais pas seulement de grossesse tardive, mais de parentalité, parce qu'il y a aussi le côté des hommes. Est-ce qu'on a aussi le même regard tardif et pour les hommes à 40 ans? Alors, le regard qui est posé sur les papas quadras ou quinquas, il est beaucoup plus doux que celui qui est posé sur la maman quadra. C'est vrai qu'un homme, lui, n'a pas de limite dans sa capacité à procréer, alors qu'une femme est limitée très vite par les problématiques d'infertilité. Si on parle du regard des autres, oui, le papa quinca, pardon, il passe beaucoup mieux dans la société. Voilà, d'ailleurs, Mick Jagger, Charlie Chaplin, en France, on a aussi beaucoup de stars qui font des enfants tard et ça ne pose pas de problème et ils ne sont pas stigmatisés. C'est un petit peu différent pour les mamans. C'est vrai, vous avez raison. Mais alors, qui sont ces parents tardifs? C'est uniquement les working girls qui n'avaient pas le temps avant ou c'est beaucoup plus large? Non, c'est beaucoup plus large et voilà, et j'imagine que parmi vous, j'imagine qu'il n'y a pas que des working girls dans la salle, loin de là et vous n'hésitez pas d'ailleurs, hein, à témoigner, mais non, non, la parentalité tardive, c'est, les familles recomposées, par exemple. Voilà, on se remarie et on a envie de sceller cette union avec un enfant. C'est les couples homoparentaux qui se rencontrent globalement plus tardivement pardon, que la moyenne et voilà, qui se retrouvent parents autour de 40 ans. C'est aussi les familles nombreuses, parfois à l'approche de ce fameux milieu de vie. On a envie de faire un dernier enfant avant que ce ne soit plus possible. Voilà, c'est très varié en fait, hein, c'est pas on peut pas caricaturer, le parent tardif, moi je m'en rends compte, parce que je suis en contact au quotidien avec, des mamans solo, des familles recomposées, des couples, hétéros ou homos donc voilà, c'est tout ça la parentalité tardive. C'est ce que j'allais dire, les femmes seules, c'est un pourcentage, j'imagine, assez important. Enfin, nous, on s'en rend compte depuis peut-être un an ou deux à l'association. C'est beaucoup, beaucoup de contacts par des femmes seules
qui, à 40 ans, n'ont pas trouvé l'homme de leur vie et ont envie de un enfant. Donc, j'imagine que vous avez aussi beaucoup de témoignages de ces gens-là. Absolument, absolument. J'ai beaucoup de témoignages de mamans solo et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour elles parce que ce sont des parcours de vie qui sont assez admirables et elles sont à la fois très déterminées, très organisées, très courageuses. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est que ça se passe bien. Ça se passe bien pour les mamans solo à partir du moment où les choses ont été anticipées, à partir du moment où elles sont entourées aussi. Voilà, même si elles ne sont pas en couple, elles ont souvent une famille, une tribu qui est là pour les épauler. Et ce sont les nouvelles mamans solo, hein, en fait. Ce ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans. Et c'est un phénomène qui est en croissance. Ouais. C'est vrai, malgré tout, nous, on fait de l'écoute téléphonique, hein, bien sûr, on perçoit une véritable inquiétude de ces mamans solo, alors qui est très large. Dois-je faire cet enfant? Dois-je le faire toute seule? Mais qu'est-ce qui va lui arriver s'il m'arrive quelque chose? Et la grossesse seule, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'un accompagnement dans certains cas? Ça, c'est un exemple pour devenir parent à 40 ans ou après. Oui, parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Moi, je me rends compte que je suis amenée à aider des hommes et des femmes à prendre la décision. En fait, parfois, on vient vers moi en me disant on a bien envie de faire un enfant, mais en fait, on est inquiet parce que sur le plan médical, voilà, on n'a pas envie de faire un trisomique, et puis le regard des autres, qu'est-ce qu'on va dire? Et puis, est-ce qu'on n'est pas trop vieux pour élever un enfant? Est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner jusqu'au bout? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Donc, donc voilà, effectivement, ces personnes-là ont besoin qu'on les écoute, qu'on les rassure, qu'on partage des expériences avec eux, qu'on les aide peut-être aussi à faire un peu le tri, à se questionner sur leur désir d'enfant et à prendre la bonne décision, qui sera de toute façon toujours la bonne si c'est la leur, quoi. Pour terminer juste avant les messages, mais vous faites donc de l'accompagnement parce que alors vous n'êtes pas médecin, mais vous intervenez comment Alors, en fait, quand j'ai décidé d'aller au-delà du livre et de mettre en place, de continuer à porter ce projet sur le digital, de créer le site, les podcasts, les réseaux sociaux, beaucoup de personnes sont venues à moi en me posant des questions. En me demandant mais alors comment ça s'est passé pour vous, mais c'est vraiment possible, mais est-ce que c'est pas trop risqué, etc. Et j'ai senti qu'il y avait un vrai besoin d'écoute bienveillante, de partage d'expériences, de soutien émotionnel, un peu à tous les niveaux, pas seulement au niveau du projet d'enfant, mais aussi peut-être pendant la grossesse et l'après. On en reparlera peut-être plus tard, mais voilà, la parentalité tardive, en fait, elle est spécifique à chaque étape du processus de parentalité. Donc, j'aide voilà, les femmes de 40 ans qui se questionnent sur leur désir d'enfant. Je les aide à y voir clair, à se positionner, à faire un petit peu le tri aussi dans leurs émotions. J'aide aussi les familles recomposées qui s'interrogent sur le bien fondé d'un enfant, d'un petit dernier, alors qu'ils sont déjà nombreux et que l'arrivée de cet enfant peut clairement déstabiliser une famille qui est déjà un peu fragile du fait de sa recomposition. Je peux proposer un soutien émotionnel aux personnes qui sont en parcours de PMA, qui n'en ont, ou en essai bébé, ou en infertilité, et qui n'en ont pas forcément parlé à leur entourage, qui ont besoin de régulièrement s'adresser à quelqu'un de totalement neutre. et Voilà, comment ça se passe alors? On doit prendre rendez-vous en fait. alors pour l'instant, j'ai pas eu le temps de mettre en place une page par rapport à ça, mais je vais vous mettre en lien mon carnet de rendez-vous sur lequel vous pouvez réserver un créneau pour une séance de découverte, tout simplement, voilà, au cours de laquelle on discute. Et moi, si je vois que je peux vous aider, je vous explique à la fin de quelle façon on peut collaborer.
Oui, Anne-Lise. Je oui, vous laisse oui. commencer à répondre à quelques questions et puis moi, je reprendrai d'autres questions après. Je vous en prie. Alors, enceinte, alors donc Émilie, enceinte de 8 mois à 42 ans grâce à un don d'ovocytes, je voulais avoir le point de vue des enfants sur les parents tardifs. C'est vrai, ça. Alors, le point de vue des enfants sur les parents tardifs, oui, c'est vrai que c'est une grande question. En fait, alors moi, ce que je peux observer, hein, parmi les témoignages que je recueille, c'est qu'en fait, les enfants, ils vous voient comme un parent. Et en fait, ils vous voient juste comme un parent, pas un parent tardif, parce ils n'ont pas forcément cette notion. Heu, enfin, ils ne vous voient pas comme quelqu'un d'âgé. Après, c'est vrai qu'à l'école, on peut leur faire remarquer que la maman est plus tardive. Eh bien, c'est quelque chose à assumer, tout simplement. En tout cas, moi, je n'ai pas croisé de parents dont les enfants étaient traumatisés par leur âge. Très sincèrement, ça se vit très bien. Et je pense que l'essentiel, par rapport au regard des autres, hein, qui est quand même une, une appréhension qui revient très très souvent, c'est d'assumer. Voilà, assumer, son choix ou son non-choix parce que, parfois, vous êtes bien placé pour le savoir, on accède, à la parentalité tardive alors, qu'on ne l'a pas choisi. Parce qu'on a un parcours de PMA, voilà, on a 10 ans de PMA, on avait choisi d'être parent à 30 ans et puis C'est ça. on devient parent à 40 ans. Donc, il faut juste, essayer d'assumer, cet état de fait, ne pas en avoir honte, ne pas essayer de se justifier. Il n'y a rien du tout à justifier. On a le droit d'accéder à la parentalité via un chemin de traverse, j'ai envie de dire. Voilà, on ne prend pas tous la même route et c'est pas grave et c'est très bien comme ça. Et vos relations avec vos enfants n'en seront pas moins bonnes. Au contraire, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Moi, c'est un des messages que je voulais vous faire passer ce soir, c'est que il y a un avantage certain à devenir parent sur le tard, hein. Voilà, le temps qu'on peut voir comme un ennemi pendant un parcours de PMA ou pendant des essais bébés, finalement, ce temps, on peut aussi le voir comme un allié parce que quand on devient parent à 40 ans, on a peut-être une petite longueur d'avance sur les autres via la maturité et l'expérience qu'on a de la vie. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents tardifs qui font plusieurs enfants, vous voyez, au-delà de 40 ans? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine fatigue? Parce que là, je vois une question qui passe à ce sujet en disant deuxième enfant, au-delà de 40 et quelques années, est-ce que c'est compliqué ou pas? Et puis, je vois aussi qu'une maman de jumelles que je connais très bien et que je salue ici, Charoé, effectivement, est devenue maman de jumelles à 43 ans. Alors, je sais que pour Bravo. elle, ça se passe bien. Je sais qu'elle est très dynamique, elle s'occupe même d'un certain nombre de choses au sein de l'association, mais est-ce que pour beaucoup, c'est pas difficile? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine fatigue? Si, alors évidemment, hein, on ne peut pas nier ça. La fatigue, c'est quand même un peu le plus grand challenge du parent tardif. Mais ce que j'observe, c'est que cette fatigue, elle est absorbée par plusieurs choses. La première, c'est quand même le bonheur d'être parent. Le bonheur d'être parent et la possibilité qu'on a eue de s'y préparer. Clairement, quand on devient parent à 40 ans, que ce soit un choix ou pas, on est plutôt en mode projet. On tombe rarement par hasard enceinte à 40 ans. Voilà, l'enfant évolue, on a eu le temps de s'y préparer, de se documenter et donc d'appréhender cette fatigue. Souvent, les parents qui témoignent, avec lesquels j'échange, me disent, mais en fait, oui, je suis fatiguée, mais c'est normal, ça fait partie de l'aventure. Je m'y étais préparée. Quand on s'est préparé à quelque chose, c'est toujours plus simple pour le vivre que quand c'est la surprise. Donc voilà, oui, oui, la fatigue est compliquée à absorber, mais c'est possible. Donc il y a cet état d'esprit hein, dont je viens de parler. Il y a aussi le fait que les papas quinquas et quadras, et je ne sais pas s'il y en a dans la salle ce soir, en tout cas Philippe, Moi, déjà, si, voilà. voilà.
sont plus investis, encore une fois, hein, c'est le résultat de mon enquête à mon niveau, je ne suis pas l'INSEE, donc voilà, mais c'est ce que j'ai pu observer, sont souvent plus investis, plus disponibles. En général, ils ont leur carrière professionnelle un petit peu derrière eux et ils sont plutôt OK pour le partage des tâches et pour… voilà, quand il faut se lever la nuit, bah, il se lève la nuit, quoi. Donc ça aussi, c'est un… Quand il y a un équilibre comme ça dans un couple, la fatigue s'absorbe mieux. Et puis le dernier point, toujours en rapport avec le temps qu'on a passé à attendre cet enfant et le fait qu'on est un peu en mode projet, c'est que souvent on s'est organisé. On s'est organisé. Alors, bon, on a parfois un confort financier un peu plus important qu'à 30 ans. On peut faire appel à une doula, par exemple, ou à quelqu'un qui va vous aider avec votre enfant. On peut aussi s'entourer, avoir de la famille avec soi. Donc, le sujet de la fatigue, il est réel, mais j'observe qu'on trouve beaucoup de solutions, en fait. Vous avez raison, on n'est plus disponible. Alors là, pour une fois, je vais témoigner. J'ai deux filles, hein. J'ai une fille qui a 35 ans et puis donc Charlotte qui a 9 ans. Et je trouve quand même que je suis beaucoup plus disponible pour la deuxième. Anne peut peut-être témoigner sur la fatigue, en tout cas. Anne, La fatigue, enceinte en tout cas, ça s'est très 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 bien passé puisque c'était le bonheur d'être enceinte qui passait avant tout le reste. Donc voilà, ça, ce côté-là, la fois où j'ai commencé à me mettre à vomir, j'étais heureuse, je sautais de joie. Donc voilà, ce côté-là ne m'a posé aucun problème. Et après, voilà, à chaque fois que j'étais fatiguée, bah, je ne m'écoute pas et je pars de l'idée que voilà, je l'ai voulu et je l'ai tellement voulu et je suis tellement heureuse d'avoir ma fille que c'est pas grave. Voilà, on fait beaucoup de choses. Ouais, j'ai Ça beaucoup va de bien. témoignages dans ce style, effectivement. Et moi-même, mère tardive, j'avais accepté cette donnée. Et bon, après, il y a des techniques intéressantes, hein. La technique de la micro-sieste, ça marche assez bien. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Je pourrais vous mettre un lien vers un article qui en parle. C'est… voilà, ça permet de récupérer rapidement en très peu de temps et c'est assez pratique à 40 ans. Ouais. Alors, je vois d'autres questions. Je me pose trop de questions sur moi, donc une question de Nadia. Je me pose trop de questions sur moi à 40 ans. Il est possible de concevoir sans risque sur la santé de la mère. Faut-il un suivi médical pour concevoir à cet âge? Alors, le suivi médical, moi j'ai l'impression qu'il varie beaucoup d'une maternité à l'autre et puis c'est vraiment du sur-mesure. Ça dépend de vos antécédents, si vous avez déjà eu un enfant. Si c'est votre premier enfant et que la grossesse se déroule bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diabète gestationnel, il n'y a pas d'hypertension, euh, vous vivez une grossesse comme moi je l'ai vécue, moi je n'ai pas eu un examen de plus que n'importe quelle de mes copines qui ont fait des enfants à 30 ans, hein. Donc voilà, le suivi médical, il devient plus complexe quand on attend des jumeaux, par exemple, ou quand il y a une pathologie qui se déclare au cours de la grossesse. Mais sinon, moi, j'ai eu le même nombre d'échographies. Voilà, ni plus ni moins, quoi. vous voyez, les gens ont besoin d'être rassurés. Je vois à 40 ans, on n'a pas la même forme physique qu'à 30, mais on est peut-être plus mature. Quel retour d'expérience? Je suis en parcours PMA depuis 4 ans et j'ai besoin de me rassurer. Vous voyez, c'est souvent besoin Ouais. d'être rassuré. Et alors, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages aussi de mamans enceintes à 40 ans pour qui le mental a beaucoup joué. Et je pense que ça, c'est aussi en rapport avec la maturité et l'état d'esprit. Voilà, on parle vraiment d'un état d'esprit qui est extrêmement positif par rapport à ce projet bébé. On sait que la grossesse, bah oui, on peut avoir des nausées, ça peut être un peu compliqué. Il y a des jours où on est fatigué, mais on accepte tout ça. On accepte tout ça. À 40 ans, on a vraiment cette capacité de résilience et d'acceptation d'un certain nombre de choses. De surcroît, quand on a un parcours de PMA de 5 ou 10 ans derrière soi. Ça va bien se passer.
On parlait tout à l'heure d'accompagnement, d'écoute. Là, je vois que Billy Blue écrit: le partage d'expériences et d'écoute sont précieux. C'est tellement lourd et difficile, même très armé professionnellement et au niveau caractère, cela devrait être reconnu d'utilité publique. Vous voyez, c'est le côté expérience et écoute qui sont vraiment, vraiment très importants. Oui, absolument. Bah oui, bah merci, merci Billy Blue pour de confirmer ça. Effectivement, on devrait pouvoir se faire accompagner dans ce cadre-là, absolument. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs les uns et les autres, si vous voulez prendre un rendez-vous découverte, réserver un rendez-vous découverte pour qu'on parle un peu plus dans le détail de vos problématiques et de votre parcours. Pareil, on nous pose la question, est-ce qu'il existe des groupes de rencontres, de paroles, pour partager, organiser alors là, bon, on parle de départ vers l'Espagne ou la Belgique, mais des groupes de parole, oui, la plupart des associations proposent des groupes de parole. Nous, on en a proposé jusqu'à maintenant. Bon, là, c'est l'été, ça va s'arrêter jusqu'au mois de septembre, mais on propose effectivement des groupes de parole. Il y a bien sûr les autres associations qui en proposent. Et puis, bien sûr, ça peut être avec on peut dire, je ne sais pas, des coachs comme vous, des thérapeutes, voilà, des personnes comme vous. Il est possible aussi peut-être d'avoir des rendez-vous individuels ou peut-être même en groupe. Vous pouvez peut-être envisager d'éventuels groupes. Hein. On peut envisager avec vous la mise en place de groupes de parole. Nous, on a beaucoup de gens, on a presque 4500 adhérents, donc on est à peu près certain d'avoir beaucoup de monde dans ces groupes de parole. Absolument, mais alors je pense que ce serait très intéressant. Moi, ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est que j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Un enfant à 40 ans, que vous pouvez trouver très facilement, et sur lequel il y a énormément d'échanges, notamment alors plus sur des problématiques d'infertilité à tendance médicale, mais c'est vrai que déjà on s'aperçoit que les gens qui sont en parcours de PMA vont pouvoir passer médecine, hein, parce qu'ils sont quand même C'est vrai. voilà, hyper pointus sur tout un tas de sujets. Donc, j'ai vraiment la sensation que sur ce groupe, il y a une entraide, une solidarité et que beaucoup de mamans trouvent des réponses à leurs questions. Et j'en profite pour dire que j'ai prévu de créer un groupe qui sera complémentaire à celui-ci et qui abordera les problématiques plus lifestyle, éducation, organisation au quotidien des parents tardifs. Voilà, donc c'est à venir. Et là, on pourrait participer avec vous parce qu'effectivement, on a nous aussi ce type de demande. J'ai une question qui demande comment gérer le stress avant de partir pour un traitement à l'étranger. Alors, comment gérer le stress avant de partir pour un traitement à l'étranger? Moi, spontanément, je vous inviterais déjà à échanger avec d'autres personnes qui sont passées par là. Et voilà, au sein des Cigognes de l'Espoir, sur des groupes Facebook, je vois qu'il y a quand même énormément d'initiatives dans ce sens-là. Donc, j'en reviens toujours au même principe, hein, l'échange, le partage d'expériences, c'est quelque chose qui est très, très efficace. Et puis, oui, peut-être aborder la chose de façon positive. Peut-être qu'il faudrait que la question soit précisée. Qu'est-ce qui vous stresse dans le fait d'aller faire une PMA à l'étranger? Dans l'ensemble, les cliniques en Espagne, au Portugal sont assez réputées. Il me semble, en tout cas, compte tenu des retours d'expérience que j'ai moi là-dessus, que les Françaises qui vont à l'étranger sont très bien accueillies. En général, on leur dit vous n'avez que 40 ans, mais vous êtes jeune. Voilà, bon, c'est ce qui n'arrive jamais en France. Hein. Enfin, Il faut dire que le côté psychologique est un peu mis de côté par les médecins français parce qu'à la limite, ils suivent ce processus de PMA à l'étranger. Nous, on a beaucoup d'adhérents qui disent « Ah oui, mon médecin, mon gynécologue est d'accord, il me suit, mais il me suit sur un plan médical. Le côté stress, angoisse psychologique ou autre, il dit « C'est pas mon problème ». Alors, j'ai une autre question, je vois, de Janine. Vous posez beaucoup de questions, c'est super. Hein. J'espère qu'on va répondre à toutes. Alors, j'ai 41 ans et mon compagnon a 38 ans. Ensemble depuis 13 ans et demi. Réserve ovarienne faible
et qualité-quantité de sperme très basse. Nous voulons un enfant depuis plus de 10 ans, en PMA pendant 2 ans et demi, mais n'ayant pas atteint le stade de l'insémination, donc une stimulation hormonale jusqu'au bout, sans complications physiques et mentales sur le moment. Nous souhaiterions être aidés. Alors, Janine, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être qu'on en parle un petit peu toutes les deux, voilà, lors d'un rendez-vous découverte, en sachant que moi, je ne suis pas médecin. Hein, voilà, je le répète, je n'ai pas de connaissances en médecine. Moi, ce que je peux vous apporter, c'est du dialogue et du soutien émotionnel dans ce parcours qui a l'air effectivement long et compliqué. Donc, n'hésitez pas à réserver un créneau qu'on puisse en discuter. J'avais une question. Alors voilà, parentalité tardive, ça ne met pas trop de pression sur l'enfant qui arrive. Alors, ça ne met pas trop de pression sur l'enfant qui arrive. Qu'est-ce que vous entendez par là? Que l'enfant pourrait devenir votre bâton de vieillesse, peut-être? Parce que c'est des choses qu'on entend, hein, c'est même des réflexions désagréables qui sont faites parfois aux parents tardifs. A priori, je pense que quand l'enfant est désiré, on ne lui met pas de pression quand il est désiré, quand il est bien accueilli, quand on est présent. Et encore une fois, les parents tardifs sont en général engagés dans l'éducation, hein, engagés, disponibles dans l'éducation. Donc non, moi, je n'ai pas l'impression que le fait de faire un enfant sur le tard mette une pression sur cet enfant. Personnellement, je ne l'ai pas vécu comme ça. Peut-être que d'autres personnes dans la salle ont vécu ça. Ou ça me fait penser à une appréhension qui revient souvent dans la bouche des parents tardifs. C'est voilà, est-ce que je ne suis pas trop vieux pour faire un enfant parce que je ne pourrais pas l'accompagner aussi longtemps que je le souhaite. Je peux disparaître avant, etc. C'est une question légitime. Après, bon, on a quand même tous plus ou moins une espérance de vie qui commence à flirter avec les 80 ans. Donc, il y a quand même de fortes chances qu'on accompagne son enfant sur un petit bout de chemin. Et je pense que ce n'est pas la peine de se préoccuper de ce qui peut potentiellement se passer. On peut mourir d'un accident de voiture à 30 ans. Donc, voilà, si vous avez cette appréhension, vivez le moment présent, profitez de ce cadeau de la vie. C'est quand même un sacré cadeau quand ça fonctionne, la parentalité à 40 ans, et ne soyez pas dans des préoccupations ou dans ce genre de questions, parce que ça va vous gâcher le moment. C'est vrai, c'est un vrai bonheur. Enfin, la voir tous les jours, notre fille, hein, je veux dire, absolument. Je pense que pour Anne, c'est pareil, on l'a attendue, entre guillemets, pendant 10 ans, donc évidemment. Est-ce qu'on n'a pas d'ailleurs tendance à être un peu plus parents qui couvrent? Est-ce qu'on n'a pas tendance à être un peu plus laxiste avec des enfants qu'on a attendus longtemps quand on est un peu plus âgé? Là, vous allez pouvoir nous répondre. Alors, non, moi, je n'observe pas ça. En tout cas, ce que j'observe, c'est vraiment un engagement dans la parentalité, un vif intérêt pour toutes les questions d'éducation. Parfois, ce qui peut se produire, c'est que cet investissement est un peu excessif et on peut tomber dans les travers de l'hyperparentalité. Donc là, il y a un point de vigilance à avoir, c'est vrai, parce que quand on devient parent à 40 ans, bon, souvent, surtout, si c'est pour le premier enfant, on n'est pas forcément sûr d'en faire un deuxième. Donc, on a un enfant et on n'a pas envie de se rater, hein, en fait, tout simplement. On a envie de faire les choses bien, du début à la fin. Donc, on se met une certaine pression. Et cette pression, elle n'est pas forcément bonne. Donc, voilà, gardez en tête que le mieux est l'ennemi du bien, qu'on n'est pas obligé d'être à fond sur tous les plans, qu'on peut être investi dans l'éducation sans être dans quelque chose d'excessif. J'aurais tendance à être des fois un peu, effectivement, hyper protecteur. Anne vous confirmera, elle vous dit trop, vous voyez, voilà. Vous avez une véritable fan, Anne-Lise. Je vois les podcasts à avoir, alors c'est Billy, hein,
Oui. Les podcasts, avoir un enfant à 40 ans sur Instagram sont top. Vraiment, il y a des témoignages multiples et très sincères. Personnellement, lorsque je suis démoralisé ou parfois quand je sais que personne ne peut comprendre mes problématiques, les témoignages sur cette page sont vraiment utiles et intelligents. Donc, ça Ouais, devrait encourager merci. les gens à aller écouter ces témoignages, hein. Merci beaucoup, Billy Blue. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est j'ai régulièrement ce genre de retour. Alors, j'essaye aussi de donner la parole, encore une fois, à tous les parents tardifs. Donc, il y a des témoignages de mamans solo, il y a des témoignages de couples homosexuels qui vont faire une GPA, il y a des témoignages de couples lesbiens. Là, prochainement, je vais en avoir un sur la famille recomposée. Voilà, on peut trouver ce qui correspond un peu à son profil et son parcours. Oui, alors là, j'ai vu passer un message, là, un témoignage sur une grossesse qui s'est très bien passée aussi à 40 ans. Voilà, j'ai eu une grossesse merveilleuse, donc c'est Charoé, à 43 ans, pas de nausées. J'ai travaillé jusqu'au bout, 50 kilomètres par jour, 12 kilos pris à la grossesse, je pétais la forme, gardais l'espoir. Absolument. J'ai eu des témoignages de mamans qui m'expliquaient que juste avant l'accouchement, elles continuaient à envoyer des mails, voilà, Ouais, ouais. depuis, sous le regard ébahi des sages-femmes, parce que ça allait super bien. Mais le mental est quand même essentiel. Et je voudrais quand même revenir sur une chose parce que la thématique, c'est aussi quand même les bénéfices de la parentalité tardive. Alors souvent, quand on évoque les bénéfices de la parentalité tardive, on pense au confort financier, à la stabilité professionnelle, la stabilité dans le couple, etc. Donc ça, évidemment, ce sont des éléments qui vont vous aider à accueillir l'enfant de la meilleure façon possible. Mais moi, j'aimerais vraiment insister sur la maturité et l'expérience qu'on a de la vie, parce que cette prise de recul, elle va avoir un impact sur la façon dont vous vivez votre grossesse, dont vous accueillez votre enfant et dont vous l'éduquez. C'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Voilà. C'est vraiment un plus, cette maturité. Après, on entend dire que les mamans tardives sont plus zen, etc. Bon, ça, je pense que c'est plus il faut prendre aussi en compte la personnalité profonde. Moi, personnellement, je suis anxieuse, j'ai toujours été anxieuse. Bon, bah, je ne suis pas une maman zen, quoi. Faut le dire, hein, franchement. Mais par contre, la maturité et toute la somme d'expériences que j'ai vécues dans ma vie ont vraiment un impact sur la façon dont je vais éduquer mon fils et la relation que je vais mettre en place avec lui. Et ça, je crois que c'est vraiment partagé par l'ensemble des parents tardifs. Donc, gardez ça en tête quand vous avez des coups de blues ou quand vous vous questionnez, quand vous avez peur d'être trop vieux, trop fatigué. Voilà, sachez que la maturité, c'est un allié, vraiment un allié. J'ai une question. Comment bien accueillir émotionnellement un enfant à 40 ans après un long parcours de PMA? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'il y a un point de vigilance sur le postpartum. Récemment, j'ai interviewé la présidente de l'association Maman Blues. C'est un podcast qui va sortir d'ici une ou deux semaines. Et je lui ai posé la question du postpartum à 40 ans. Et en fait, bon, je lui parlais de la maturité, de tout ce que ça pouvait apporter. Elle me disait, attention, les mamans quadras sont quand même une population un petit peu à risque par rapport au postpartum, surtout quand il y a eu un parcours de PMA, parce qu'il peut y avoir un fossé entre l'enfant qu'on a imaginé, fantasmé, et l'enfant qu'on tient dans ses bras après l'accouchement, qui n'est pas forcément le même. Donc, ce qui est important, c'est déjà de s'autoriser à être déçu, hein, de s'autoriser aussi à ne pas forcément ressentir cet amour inconditionnel, cette connexion, ce lien d'attachement, hein, parce qu'il y a plein de mamans à qui ça n'arrive pas, et j'ai vraiment envie de décomplexer tout le monde par rapport à ça. Mais ce qui se passe, c'est que quand on a attendu un enfant longtemps, qu'on se retrouve un peu dans la déception, qu'on n'a pas ce feeling immédiat, eh bien, on s'autorise rarement
à vivre ça. On est dans une espèce de culpabilité. Mince, cet enfant, je l'ai attendu, et pourquoi je ne l'aime pas tout de suite, là, maintenant? En fait, ce n'est pas grave. Déjà, ça ne veut pas dire que ça ne se passera pas bien par la suite, que vous n'aurez pas une belle relation avec cet enfant. Et surtout, dites-le, parlez-en, verbalisez le plus tôt possible quand vous avez ces sentiments. C'est très important parce que ça peut vous éviter de tomber dans quelque chose de plus compliqué et de beaucoup plus profond, voilà, qui est la dépression postpartum et qui n'est pas franchement une partie de plaisir. Donc voilà, vigilance par rapport à ça, par rapport aux signaux, aussi voilà, les signes classiques d'une dépression. On ne laisse pas traîner les choses et on en parle. Anne-Lise, une question, y a-t-il un âge limite pour devenir parent? C'est compliqué de donner des chiffres, mais pour les hommes et pour les femmes, à votre avis. Alors pour les hommes, vous avez dit pas du tout, bien sûr, Alors, physiquement pas du tout, vous voyez, mais est-ce qu'il y a vraiment un âge ouais, c'est ça. Alors, si vous me posez la question, moi, qu'est-ce que je pense, moi, Anne-Lise, d'un âge limite? Bon, c'est un peu compliqué de se prononcer là-dessus. Ça dépend quand même beaucoup de la santé et de l'hygiène de vie et de la forme le côté femme, hein, de la femme qui veut faire un enfant. En France, on a tendance à dire après 43 ans, vous n'êtes pas les bienvenus, hein, puisque je rappelle que l'assurance maladie ne prend en charge les FIV et les inséminations que jusqu'aux 43 ans révolus de la femme, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Alors que, voilà, en Espagne, au Portugal et dans tout un tas de voisins, chez tout un tas de voisins européens, on accepte les femmes de 48, 49 ans et en général, la limite, elle se situe à 50 ans. Donc moi, je n'ai pas envie de mettre une limite. Par contre, je pense qu'il y a du bon sens à avoir et c'est aussi la responsabilité des médecins. C'est quand même eux qui doivent se prononcer là-dessus et dire si c'est raisonnable ou pas. Alors, les papas, bon, il n'y a pas de limite, mais en vrai, est-ce qu'on ne pourrait pas en mettre une aussi dans la mesure où il y a quand même des études aujourd'hui, il y a quelques-unes, hein, qui rappellent que l'âge du père a un impact sur le déroulement de la grossesse et le développement de l'enfant. L'âge du père peut provoquer des problématiques de croissance, peut être impliqué dans des problématiques d'autisme notamment. Il y a 2-3 études là-dessus. Donc peut-être que les papas devraient aussi, à partir d'un certain âge, se poser plus la question. Voilà. Maintenant, il y a une limite légale, hein, pour les hommes. Ça résulte d'une décision juridique qui dit que désormais, on ne peut plus bénéficier de PMA pour un homme, donc pour le conjoint en France, hein, si on a plus de 59 ans. Donc, il y a quelque part une limite qui a été fixée. La nouvelle loi de bioéthique va fixer cette limite à 59 ans pour les hommes en France. Effectivement, dans la plupart des pays, il n'y a pas de limite pour les hommes. Ouais. Oui, ce qui est intéressant, c'est quand même aussi de prendre en compte voilà, le temps qu'on va pouvoir consacrer à son enfant. C'est-à-dire que voilà, 50 ou 60 ans, on va pouvoir l'accompagner jusqu'à ses 20-25 ans peut-être. Et je crois qu'on considère qu'un enfant a besoin de ses parents au moins jusqu'à cet âge-là pour démarrer dans la vie, quoi. Justement, alors comment vivre sereinement sa grossesse tardive malgré, alors bien sûr, il y a les regards des approbateurs qui peuvent exister, mais aussi les discours anxiogènes et qui viennent parfois du monde médical. Ça, c'est pas forcément évident parce que quand on est face à un médecin qui représente quand même le savoir, hein, c'est pas évident de pas se laisser impressionner. J'ai des témoignages comme ça de femmes à qui on a dit dès les 3 mois de grossesse, votre bébé est trop petit. Il est trop petit, il est trop petit, il est trop petit. Ça a été un discours récurrent et elles ont dû vivre avec ça. Là encore, on peut peut-être compter sur notre bon sens, notre expérience de la vie, les épreuves par lesquelles on est passé. Beaucoup de femmes ne s'en laissent pas compter. Voilà, on a le droit aussi de remettre un peu en question un discours trop anxiogène alors qu'on est en train de vivre une grossesse qui se passe plutôt bien. Mais c'est pas facile. Ouais, c'est pas forcément évident, hein. Quand on vous parle de grossesse gériatrique à 36 ans, forcément ça calme un peu, hein.
Ah ouais, mais quand même, beaucoup de médecins s'expriment comme ça. Nous, on a beaucoup de membres de l'association auxquels les Ouais. médecins ont dit vous avez 40 ans, mais vous n'y songez pas, c'est trop tard, point, il n'y a pas à en Mhm. discuter d'un ton Vous avez péremptoire. raison. Donc les gens se sentent coupables à la limite. Alors ils Ouais. décident d'aller à l'étranger, mais ils n'osent même pas en parler à leur médecin de peur de se sentir coupable, voire d'être dans une Ouais. situation illégale. C'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon, voilà. Et encore une fois, hein, il faut garder en tête qu'il y a quand même un certain nombre d'experts, de grands spécialistes de la grossesse tardive qui ont un discours beaucoup plus mesuré là-dessus et qui expliquent, hein, que dans la plupart des cas, ça se passe bien. C'est quand même ça qu'il faut retenir. Donc, voilà, peut-être garder ça en tête. Voilà. En priorité, s'adresser à ces médecins un peu plus ouverts, dirons-nous. Mm. Alors, on a beaucoup parlé de la décision, on a beaucoup parlé de la grossesse, mais après, comment accueillir le bébé? Il est enfin là dans les meilleures conditions quand on l'a si longuement attendu. Oui, alors ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au postpartum. Bon, voilà, donc faire attention aux signes qui pourraient laisser présager d'une dépression, pas hésiter à échanger avec son conjoint, avec d'autres personnes quand on sent qu'on dort moins. Enfin, bon, on dort pas bien, il n'y a aucun parent qui dort bien, hein, surtout au début, mais quand on commence à avoir des vrais gros problèmes de sommeil en dehors du moment où le bébé se réveille, quand on a un peu le regard dans le vide, quand on sent qu'on s'éloigne beaucoup de cet enfant sur une longue période. Bon, là, c'est important d'en parler. Après, les parents tardifs, ils sont plutôt bien armés, hein, pour accueillir l'enfant, parce qu'en général, je ne sais pas comment ça se passe, vous pouvez témoigner là-dessus aussi, mais est-ce que vous documentez pour ceux qui sont en projet bébé ou peut-être pour les futurs parents? Est-ce que vous lisez des livres? Est-ce que vous regardez ce qui s'est passé chez les copains? Est-ce que vous projetez déjà dans cette parentalité tardive? C'est quand même quelque chose voilà, qui aide aussi à bien vivre le jour J et l'arrivée de l'enfant. S'organiser, se projeter, se documenter sans être sans avoir tout lu, hein, mais voilà, peut-être en avoir discuté en amont en couple aussi, ça c'est important. Et puis garder en tête, au-delà de ça, au-delà du fait de s'être renseigné sur un certain nombre de choses, que on a aussi, quand on est parent, de l'intuition. Voilà, on sait faire les choses et les choses vont bien se passer. Voilà, faire confiance, se faire confiance quand l'enfant arrive. A priori, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Accueillir, c'est aussi l'idée accueillir au sein d'un couple, au sein d'une famille qui peut déjà exister Mmh. avec des enfants plus grands, parce que je vous donne l'exemple, j'ai Oui, une autre fille qui a 35 ans. C'est, vous voyez, c'est accueillir au sein de la famille, aux oui, yeux des oui. collègues, du travail. Alors, pour la Mmh. documentation, je reviens là-dessus. Anne pourrait vous dire qu'elle a lu à peu près tout ce qui existait comme bouquin avant, pendant, et elle continue à les lire parce que on parle aussi bien accueillir, c'est aussi éducation, vous voyez, c'est Oui, au alors, sens oui, large. d'accord, OK, OK. Alors l'éducation, ouais, ouais, absolument. Alors, pour répondre à la question, aux problématiques de famille recomposée, moi, c'est souvent des problématiques qui me sont soumises. Comment est-ce que, effectivement, on annonce une grossesse alors qu'il y a déjà des enfants des deux côtés? Bah, on fait ça avec voilà, psychologie. On implique les enfants dans l'arrivée de ce petit dernier. On peut, moi, je vais prendre mon exemple, hein, j'ai un beau-fils qui avait 9 ans quand je suis tombée enceinte. Il nous a aidés à choisir le prénom, il a préparé la chambre, il a été le premier à être averti de cette grossesse. Donc, voilà, on peut essayer de faire les choses le plus, entre guillemets, «intelligemment» possible par rapport à ça. Ensuite, bon, tout ce qui va concerner la vie professionnelle, eh bien, ça s'annonce aussi, hein, comme n'importe quelle grossesse. On a le droit de faire des enfants tard, et après, c'est quelque chose à gérer avec son patron. Et puis, pour parler de l'éducation, comme je le disais, la maturité va avoir un impact sur la façon dont on éduque son enfant en termes d'investissement. Et ce qui est pas mal
compte tenu du fait qu'on a déjà observé des choses chez les copains, on a lu 1 ou 2 bouquins, on est prêt parce qu'on l'attend depuis longtemps cet enfant, donc on est même super prêt. Ce qui est bien, c'est de s'engager sans tomber dans ce que j'appelle l'hyperparentalité, c'est-à-dire être présent partout, tout le temps, de façon excessive, vouloir à tout prix balayer les obstacles sur le chemin de son enfant, vouloir à tout prix que son enfant soit heureux. On a tous envie que nos enfants soient heureux. Après, voilà, vivre des expériences, l'expérience de la frustration, par exemple, c'est très important pour un enfant, ça le construit aussi. Vivre des expériences malheureuses ou plus compliquées, ça le construit aussi. Donc, l'hyperparentalité, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec ce terme. On parle de parents hélicoptères, de parents drones, de parents curling, d'où l'image de balayer le chemin de son enfant. Ça, c'est une tendance sociétale à laquelle il est juste très difficile de résister. Ce n'est pas une pathologie, voilà, on est probablement tous un peu hyper parents. Il faut juste peut-être essayer d'en avoir conscience et de ne pas tomber dans trop d'excès, parce que voilà, quand c'est poussé à l'extrême, ça peut entraver le bon développement de l'enfant. C'est aussi compliqué en tant que parent de porter toute cette responsabilité énorme, cette hyper responsabilité vis-à-vis de son enfant. Donc se détendre un peu par rapport à ça. On fait les choses bien, c'est pas la peine d'essayer d'être un parent parfait, parce qu'en fait, on va courir derrière la perfection sans y arriver. Donc c'est ça, peut-être trouver cet équilibre. Je pense que c'est d'autant plus, voilà, un conseil qui vraiment s'applique aux parents tardifs, trouver cet équilibre entre l'engagement qu'on a envie de mettre dans cette éducation, qui est complètement légitime et qui part d'une super intention, et puis l'excès que ça peut parfois impliquer. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Anne, tu vois d'autres questions? Sinon, non, pour l'instant, je n'en vois pas d'autres. Une bonne question, j'allais dire presque finale. Après, les gens pourront échanger avec vous. Mais en quoi, finalement, la maturité est un avantage pour bien vivre sa parentalité? On en a déjà un petit peu parlé, mais tout ce que vous avez vécu en amont de cette parentalité, les expériences négatives comme positives vont enrichir votre vision du monde et vont densifier en quelque sorte votre approche éducative. J'ai des exemples. Il y a une maman dans un de mes podcasts qui a vraiment bien résumé la chose, je trouve. Elle a dit avoir un enfant à 40 ans a révélé mon potentiel d'éducation. Et je trouve que c'est très parlant. Et en fait, elle expliquait que voilà, elle avait une première fille autour de 21 ans à laquelle elle a transmis des valeurs, voilà, la politesse, le respect, un certain nombre de règles. Et puis, elle a eu une deuxième fille à 41 ans. Et au-delà des valeurs qu'elle avait transmises à sa première fille, elle a sensibilisé sa fille à l'environnement. Elle a essayé de lui donner une éducation non genrée. Elle lui a parlé de tolérance, de différence. Elle a essayé de lui ouvrir l'esprit. Et ça, c'est vraiment parce qu'il y a eu toutes ces expériences et toutes ces années, voilà, toutes ces années qui sont passées entre-temps et qui lui ont donné peut-être aussi plus de profondeur par rapport à son approche. Donc voilà, encore une fois, je sais que vous êtes nombreux à voir défiler les années et que c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple et que le temps, a priori, n'est pas votre allié, mais gardez en tête que accéder tardivement au statut de parent, ça a vraiment des avantages. Voilà, au risque de me répéter. Ça a des avantages aussi par rapport au lien que vous allez établir avec votre enfant, qui n'en sera que plus riche. Je suis 100% d'accord avec vous. Anne, tu as d'autres questions Non, je n'ai pas en attente? questions. Je vais remettre les coordonnées pour contacter Anne-Lise. Je les republie. Comme ça, les gens peuvent la contacter directement. Je vous rappelle aussi le livre d'Anne-Lise, Avoir un enfant à 40 ans. Anne-Lise, quelques mots pour
avant que nous arrêtions ce webinaire qui était absolument passionnant et je suis sûr que tout le monde a trouvé ça très, très intéressant. J'ai vu beaucoup de commentaires dire c'était vraiment très, très bien. Merci encore beaucoup. Voilà. On espère que vous continuerez à aider les futurs parents. Alors, j'aime pas trop le mot tardif, il va falloir trouver autre chose. Oui, alors voilà, je n'ai pas trouvé, donc je lance un brainstorming. Voilà, si vous avez, parce qu'on dit aussi les parents quadras, mais si vous avez un mot qui fonctionne mieux, qui est beaucoup plus sympa que tardif, qui fait un peu penser aux vendanges tardives, aux fruits tardifs, bon, n'hésitez pas hein, à me les soumettre, moi je serais ravie. Et puis, écoutez, moi j'ai vraiment été ravie d'être là, voilà, la possibilité de m'exprimer sur cette thématique qui me passionne. C'était un grand bonheur et puis merci d'avoir participé. Ah, je vois quelqu'un qui dit parents matures. Il y a plusieurs personnes qui proposent. Parents matures, oui, pourquoi pas, c'est mieux que tardif. C'est mieux que tardif, oui. C'est mieux que tardif, et c'est peut-être pas encore tout à fait ça. Vous allez avoir des propositions, je suis sûr. Et puis j'espère que vous accepterez de participer à une de nos réunions parce que vous savez que nous faisons aussi des vraies réunions. Bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais on va reprendre nos réunions à l'automne et que vous accepterez de venir à nos réunions, témoigner, parler, et notamment les réunions sur Paris. Bien sûr, avec grand plaisir. Et puis les groupes de parole qu'on a évoqués, je pense que ce serait une très très bonne idée. Ouais, tout à fait. Écoutez, vraiment, merci à tous. Et puis, vivez votre parentalité, assumez tout ça. Vous êtes les parents tardifs, sont vraiment des parents. Voilà. Merci beaucoup Anne-Lise et à très bientôt.